Nous sommes nombreux à adopter des pratiques écologiques dans notre vie quotidienne, que ce soit en réduisant notre consommation d'énergie, en recyclant davantage ou en optant pour des modes de transport plus durables. Ces actions individuelles sont cruciales, mais il existe un sujet qui est rarement abordé, la démographie. Ce sujet, quand il est abordé, reste souvent trop sommaire. Dans cette vidéo, nous ferons dans un premier temps un état des lieux du sujet et son évolution au cours du temps. On comparera les émissions, notamment entre les différentes parties du globe et les différents pays. Enfin, nous parlerons flux migratoires en lien avec le réchauffement climatique. Nous prendrons également du recul sur le sujet afin de nous demander simplement si cette question n'est pas juste dérisoire. Restez jusqu'à la fin de la vidéo notamment pour savoir pourquoi. Alors, démographie et climat, faut-il repenser nos choix familiaux? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dès le 19e siècle, l'économiste Thomas Robert Malthus prédisait que la hausse de la population mondiale ne serait pas maintenable et que cela engendrerait des problèmes dus aux ressources limitées de la Terre. Mais par la suite, il y a eu des innovations dans le monde agricole qui permirent d'augmenter la productivité, rendant sa théorie pompeuse. Près de un siècle plus tard, nous sommes toujours là, montrant que l'idée des ressources limitées, bien que présente, n'est pas aussi importante que l'on voudrait le faire croire. Si l'on regarde également d'autres représentations de ce concept, il y a le film Soleil Vert de Richard Fleischer, fait en 1970. Le film se déroule en 2022, donc dans une projection de notre époque actuelle, où il n'y a plus de végétation et que très peu d'animaux. D'un côté, il y a les riches qui peuvent encore se permettre de se nourrir normalement, et de l'autre, les pauvres, qui sont nourris avec de la nourriture synthétique du nom de Soleil Vert. Le patron de l'entreprise fabriquant le Soleil Vert meurt, et un flic du nom de Thorne est alors chargé de l'enquête. Alors c'est un film bien noté pour ceux qui seraient tentés de le voir. On a eu pendant des millénaires le taux de mortalité qui venait contrebalancer le taux de natalité. Maintenant la population a des niveaux à peu près stables. Or depuis le XXe siècle, ce n'est plus le cas, notamment grâce aux avancées dans le domaine médical et à une meilleure hygiène de vie. L'enjeu de notre société est ainsi de réfléchir à comment doit évoluer la population et d'intégrer les gens afin de ne pas créer d'autres problèmes. Or, l'ONU a eu envie de déconstruire cette croyance simpliste qu'on était trop nombreux, notamment car le style de vie joue également et que par exemple un Américain consomme 40 fois plus qu'un Africain moyen. Ainsi, même si le taux de fécondité est plus élevé dans les pays d'Afrique et d'Asie, c'est là également où la misère est la plus forte et où il est ainsi impossible de consommer comme un occidental. Comme on peut le voir sur leur graphique d'estimation de croissance des populations, l'Afrique subsaharienne va être celle qui va contribuer majoritairement à l'augmentation de la population dans les années à venir. Cependant, d'autres pays vont avoir une baisse de leur population, comme le Japon, la Corée, la Russie ou l'Allemagne. Emmanuel Pont, qui est ingénieur à la base et a étudié la question, est plus pessimiste sur ces estimations. En effet, si l'on s'en réfère aux prédictions climatiques, il peut être difficile de s'imaginer que la population va continuer de croître comme auparavant, alors que l'environnement sera plus hostile. Bien que l'Afrique contribuera majoritairement à la croissance de la population, en 2023, c'est encore en Inde et en Chine que la population est la plus importante, avec 1,4 milliard de personnes pour chacun de ces pays. L'ONU a par ailleurs révisé plusieurs fois ses prédictions et a dû notamment augmenter sensiblement ses estimations de population pour l'Afrique. Car bien que la natalité en Afrique intertropicale ait baissé, elle reste plus haute que prévu. Ceci car même si les gens plus instruits et dans les villes font moins d'enfants, le développement de l'Afrique reste faible, et ce, malgré l'augmentation de sa population et le niveau d'instruction, notamment des filles, car ce développement n'a pas atteint le niveau où la transition démographique s'effectue. Cela vient également de la façon d'élever les enfants. En effet, en Occident, les adultes investissent massivement dans l'enfant, ce qui ne serait pas possible s'ils en faisaient beaucoup par couple. En Afrique, les coûts pour élever l'enfant sont partagés par d'autres membres de la famille. Cela permet donc de faire plus d'enfants et plus facilement, sans risquer de ne pas avoir les moyens de l'élever par la suite. Lorsque les pays se développent, ceci passe par ce qu'on appelle la transition démographique. Cela se traduit par une baisse de la mortalité grâce à l'augmentation du niveau de vie, des progrès de l'hygiène et de la médecine. Grâce à ça, la population augmente rapidement, car la natalité ne baisse pas au même moment dans le cycle et décroît de façon plus lente. Celle-ci va décroître pour arriver à un niveau où les naissances compensent les morts, permettant d'assurer la stabilité de la population. Ce taux est alors appelé seuil de renouvellement des générations. Il avoisine les 2,1 enfants par femme dans les pays développés et est de 2,3 en moyenne dans le monde. Par ailleurs, il peut y avoir de l'inertie dans la natalité, faisant que même en dessous de ce taux, les naissances continuent de croître, c'est l'inertie démographique. Et en Europe, cette baisse de mortalité menant à la transition démographique s'est effectuée sur un siècle, alors que dans les pays en développement, cela s'est déroulé sur un temps beaucoup plus court, en 20 ans seulement.
ce qui a fait que la baisse de la natalité n'a pas eu le temps de suivre et que la transition n'est pas encore complète pour ces pays. Cependant, ce n'est pas parce que l'impact écologique des pays africains est faible et que ces derniers n'ont toujours pas fait leur transition démographique qu'il ne faut rien faire. En effet, l'encourager en approvisionnant les pays en contraception pourrait faciliter cette transition à coût relativement faible, de l'ordre de quelques milliards par an. Cependant, il ne s'agit pas que d'une question de gaz à effet de serre, et l'accroissement de la population pourra amplifier certains problèmes comme l'approvisionnement en eau potable et en nourriture, où la différence avec ces pays développés est moins importante. D'un point de vue politique, il semble par ailleurs plus facile de faire accepter aux populations de réduire les naissances lorsque les nombres sont importants que lorsque ceux-ci sont déjà faibles et aux alentours de 2. Mais même ces problèmes de ressources pourraient être résolus, notamment à l'aide de solutions comme le dessalement de l'eau. J'ai fait une vidéo à ce sujet, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la regarder. Cependant, tous les individus ne contribuent pas de la même façon à la pollution mondiale. En effet, selon les Échos, entre 1990 et 2014, les émissions de CO2 dans le monde ont augmenté de 58%. Mais Oxfam vient compléter cette information en précisant que les 10% les plus riches, dont le revenu dépasse les 38 000 dollars par an, y ont contribué pour 52%. Et les 50% les plus pauvres dans le monde sont responsables de seulement 7% des émissions de CO2 cumulées. Dans leur rapport, ils écrivent également qu'en France, l'empreinte carbone des 10% les plus riches est de 17,7 tonnes de CO2 par an, alors qu'il n'est que de 3,9 pour les 50% les plus pauvres. Et sur 8 milliards d'individus, environ 5,5 milliards gagnent moins de 10 dollars par jour, ce qui est insuffisant pour contribuer significativement aux émissions. On peut également se demander ce qu'il adviendrait si plus de pays pauvres, notamment en Afrique, venaient à adopter le style de vie des Occidentaux. En effet, si ces pays effectuent leur transition démographique, certes les natalités baisseront, mais la population restera la même pendant un moment, et la consommation occidentale prendra alors de l'ampleur. Une autre hypothèse peut être le fait que ces pays en développement adoptent un style de vie plus durable, mais cette voie n'a encore jamais été adoptée directement par aucun pays du monde. Par ailleurs, la décroissance ou le maintien dans la pauvreté ne sont pas envisageables pour des pays qui ne consomment déjà presque rien. De la même façon, on peut se servir du concept de l'empreinte écologique, correspondant à la surface nécessaire pour subvenir au style de vie d'une personne ou d'un ensemble de personnes. On la voit souvent dans les médias avec le nombre de planètes qu'il faudrait pour subvenir de façon pérenne aux besoins d'un pays en particulier. Ainsi, il faudrait pour les États-Unis 4,8 planètes, pour la France 2,6 planètes, et c'est au Qatar que les valeurs sont les plus élevées, avec 8,5 planètes nécessaires. Il existe par ailleurs des simulateurs pour estimer la population mondiale dans l'avenir, mais il est difficile de savoir si les prévisions seront justes ou non, car cela reste des modèles, comme pour le site de l'INED par exemple, pour Institut national d'études démographiques. En France par exemple, il est estimé que si l'on arrêtait de faire totalement des enfants, la population diminuerait d'environ 19% en 2050, et si c'était le cas à l'échelle mondiale, ce serait une diminution de 36% de la population. De la même façon, une limitation à 2 enfants en France n'aurait qu'un impact très réduit. On voit ainsi que cela ne résoudrait pas suffisamment le problème et qu'il faudra quoi qu'il arrive se concentrer sur la réduction des émissions par personne. Ceci car les pays comme la France par exemple ont pour ambition de diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 pour arriver à 80 mégatonnes de CO2 par an, contre 458 en 2015. Ça fait environ 1,2 mégatonnes par habitant et ça correspond à peu près au niveau de vie d'un habitant de Madagascar actuellement. De plus, ce genre de simulateur ne prend pas en compte les événements ponctuels pouvant survenir, comme les guerres, les famines, qui augmenteront potentiellement à mesure que la crise climatique s'aggravera. Ceci notamment dans le cas d'un conflit ouvert entre la Chine et les États-Unis, ou bien les catastrophes climatiques qui vont augmenter dans les décennies à venir. Et à l'inverse, le modèle ne prend pas en compte les avancées technologiques à venir qui pourraient permettre l'allongement de la durée de vie, notamment dans le domaine pharmaceutique et la génétique, et donc qui pourraient contribuer à l'augmentation de la population mondiale. Vous pouvez par exemple regarder ma vidéo sur les OGM pour voir les avancées dans ce domaine. Cette vidéo est sponsorisée par Mel Science. Mel Science est une offre par abonnement pour faire découvrir les sciences aux enfants. Chaque mois, un nouveau kit vous est livré pour découvrir de nouvelles choses dans les sciences. En fonction du pays, plusieurs domaines existent, notamment le STEM pour les enfants de 5 à 10 ans, la physique pour les enfants de 8 à 14 ans et la chimie pour ceux compris entre 10 à 16 ans. Il est également possible de prendre un abonnement à l'année afin de bénéficier d'une remise de 15%. Avec chaque souscription, vous aurez 2 à 3 nouvelles expériences à tester.
Mel Science est présent dans plus de 40 pays à travers le monde et l'offre reste plutôt abordable. Vous pourrez ainsi partager une expérience unique avec votre enfant et partager votre amour des sciences. Vous pouvez également offrir un kit en cadeau à une connaissance, pour son anniversaire par exemple. Avec votre premier kit, vous recevrez également un équipement VR. En le combinant avec l'application Mel Science, vous pouvez profiter pleinement des expériences qui fournissent chacun un code VR. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Vous pouvez bénéficier de 50% de réduction sur le premier mois en rentrant le code de réduction, ce qui vous permettra de tester le kit en toute tranquillité. Vous pouvez annuler ou mettre en pause votre abonnement à tout moment sur leur site, donc il n'y a rien qui vous retient de tester ce kit. Certains démographes, et même l'ONU, prévoient que la population mondiale atteindra les 11 milliards d'individus d'ici 2100. Certains démographes, et même l'ONU, prévoient que la population mondiale atteindra les 11 milliards d'individus d'ici 2100. Ainsi, le démographe Paul R. Ehrlich a net créé un livre se nommant The Population Bomb, et où dedans il abordait le sujet de la surpopulation à venir. Il prédisait qu'une famine était alors imminente et qu'elle surviendrait dans les années 70 ou 80. Il soutenait alors le contrôle des natalités pour limiter ce risque. Cela peut nous amener à réfléchir quant à ceux qui affirmeraient que l'augmentation de la population mondiale serait une cause conséquente de nos problèmes environnementaux. Le livre a tout de même réussi à se vendre à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde, malgré son contenu controversé, mais a au moins permis de se rendre compte de l'impact de la population sur l'environnement. L'auteur a même réalisé une formule pour l'impact qui est la suivante: I égale P fois A fois T, avec P la population, A l'abondance et T la technologie, pour I l'impact de cette population. Cependant, même si la technologie peut être vue comme une source du problème, elle peut également être vue comme une des solutions. De même, l'abondance peut pousser à consommer plus, mais peut être également un témoin de l'absence de rareté de ressources, allant à l'encontre de ce que l'on pourrait entendre régulièrement. De plus, cette estimation est remise en cause par d'autres démographes qui pensent plutôt que la population va atteindre 8 à 9 milliards de personnes d'ici 2050 avant de stagner, puis de décroître au fur et à mesure que la crise climatique s'aggravera. On peut également se demander quelle serait la population optimale pour que la planète s'en sorte, mais cela serait difficile à estimer et dépendrait notamment du style de vie à appliquer. On appelle capacité porteuse cette taille maximale pour qu'une population d'un organisme puisse exister dans un milieu donné. Comme la majorité des émissions vient des pays riches, on peut se demander alors si la réduction de la population dans ces pays, notamment avec une politique de la natalité, pourrait contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. On sait que certains pays, comme la Chine, ont appliqué cette mesure, avec des soucis de la population qui ont suivi. Mais peut-être est-il possible d'améliorer ce type de politique. Cependant, cette politique n'est pas forcément efficace. L'Inde a par exemple essayé dans les années 70, sans grand résultat, puisque sa population a triplé en 50 ans. Par ailleurs, les familles monoparentales représentent également un enjeu conséquent, où l'éducation des enfants sont de plus en plus laissées à la charge d'un parent, souvent la mère, et représentant alors une charge mentale conséquente pour le parent restant. L'éducation de l'enfant s'avère alors plus difficile et les coûts financiers représentent un montant plus conséquent sur le salaire. Avec en plus de ça des crèches qui sont en manque de personnel et peuvent parfois maltraiter les enfants, le parent seul peut alors être tenté de s'en détourner. Ce problème n'est d'ailleurs pas uniquement présent en France et est un problème mondial. Ainsi, on peut avoir d'autres pays comme la Suisse, le Canada et la Belgique, par exemple, qui sont également concernés. D'autres mesures moins restrictives, comme la suppression d'allocations au-dessus d'un certain nombre d'enfants, permettraient de maîtriser les natalités de façon plus pragmatique. En Angleterre, le gouvernement avait augmenté ses allocations, et il avait observé une augmentation de la fécondité parmi les plus pauvres de la population. En 2017, la climatologue américaine Kimberly Nicholas a indiqué dans une publication que la façon la plus efficace pour réduire notre empreinte carbone était d'avoir moins d'enfants. Cependant, les résultats obtenus de cette publication se basent sur de nombreuses hypothèses. Ainsi, il est supposé que les émissions par individu resteront constantes dans le temps, ce qui n'est pas le cas si l'on prend les mesures politiques adéquates, associées aux innovations technologiques qui vont survenir dans les années à venir. De plus, la publication mentionnait le fait que pour réduire ses propres émissions, il ne fallait pas faire d'enfants, comme si les émissions de notre progéniture nous appartenaient à vie. Or, après 20 ans, l'enfant est libre de faire ce qu'il veut. En 2020, la scientifique est revenue sur ses propos pour préciser que ce type de choix personnel serait négligeable face aux politiques systémiques prises par les gouvernements. Elle précise ensuite que réduire la population ne sauvera pas la planète, notamment car il est trop tard pour que cela ait un impact dans les temps impartis. On revient à la première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, où je mentionnais les 3 acteurs du changement climatique que sont les entreprises, les gouvernements et les gens.
Chacun essaye de rejeter la faute sur l'autre afin de ne pas avoir à changer soi-même. Cependant, vouloir limiter la population pourrait entraîner d'autres problèmes, comme par exemple économiques. En effet, même si l'être humain pollue de par son existence, il est également une source d'inventivité pouvant contribuer à la société et est également un consommateur par ailleurs, permettant le développement de l'économie du pays dans lequel il se trouve. Il y aurait également d'autres soucis, comme la contribution des retraites, car celle-ci se base pour le moment sur la contribution des plus jeunes pour les revenus des retraités, et baisser la natalité entraînerait donc mécaniquement des problèmes financiers de ce côté-là. Il en va de même pour la sécurité sociale, ou si l'on considère que les personnes âgées nécessitent plus de soins que les jeunes. Mais de la même façon que pour les autres problématiques, d'autres facteurs pourraient venir contrebalancer ces effets négatifs. Par exemple, l'absence de main-d'œuvre pour contribuer à la société pourrait être comblée par l'intelligence artificielle et la robotique. Dans ce cas-là, un excès de ressources humaines pourrait être vu comme un désavantage, car elles seraient alors potentiellement sans emploi et il faudrait leur trouver des moyens pour qu'elles subviennent à leurs besoins, au moins ceux primaires. Dans la même lignée, ces emplois supprimés pourraient être ensuite réorientés vers des filières en manque de main-d'œuvre, notamment à plus long terme, comme par exemple le secteur du bâtiment ou le secteur du grand âge. Comme le style de vie joue un rôle aussi important dans les émissions de CO2, limiter la réflexion à plus de population mène à plus de pollution est simpliste. Il est en réalité difficile de mesurer l'impact dû uniquement à la population et non sur son style de vie. De même, bien que l'impact de style de vie joue, l'âge est également un facteur. En effet, les enfants de moins de 20 ans ont tendance à moins consommer, et la progression la plus marquante se fait à l'âge adulte, de 20 à 60 ans, avant de baisser à nouveau les dernières années de la vie. Les parents jouent de même un rôle essentiel dans l'éducation de leurs enfants et sur la façon dont ils consomment quand ils sont mineurs. Et ces habitudes pourraient par ailleurs être perpétrées par la suite durant leur vie active, diminuant de fait leur impact sur l'environnement. Il est utile également de s'interroger sur l'impact de l'espèce humaine sur l'artificialisation des sols et la baisse de la faune et de la flore. Cependant, même de ce côté-là, tout dépend de la façon dont est géré ce problème. En effet, même si la faune ne cesse de baisser, les forêts n'ont cessé d'augmenter en surface en France, après avoir grandement diminué jusqu'au siècle dernier. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur Bill Gates pour ceux qui seraient intéressés. Cependant, cela ne veut pas dire que les sols ne continuent pas à être artificialisés, car par exemple en France, ils continuent d'augmenter de 1,3% en moyenne de 2008 à 2018, soit une hausse d'environ de 13,8% quand le nombre d'habitants supplémentaires n'a augmenté que de 4,4%. On voit bien dans ce cas que le style de vie des habitants avec la maison pavillonnaire joue un rôle dans cette expansion qui empêche au sol de jouer un rôle de puits de carbone. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le carbon farming pour plus de détails sur le sujet. Concernant l'immigration des habitants des pays pauvres vers les pays riches, notamment en tant que réfugiés climatiques, cela pourrait poser un problème si les pays développés n'ont pas réduit leurs émissions par habitant, car dans ce cas-là, les étrangers prendront des habitudes de pays riches massivement, mais ce n'est pas forcément un problème, ou en tout cas pas autant si les pays avancés parviennent à réduire ces mêmes émissions et adoptent des habitudes plus sobres. L'avenir nous dira si ce flux migratoire représentera un enjeu pour le climat, mais on peut vraisemblablement se dire que cela sera un entre-deux entre la sobriété visée et d'anciennes habitudes difficiles à changer. Le démographe Jacques Véron mentionne également le fait que lors de catastrophes climatiques ponctuelles, telles l'ouragan Katrina aux États-Unis ou bien le tsunami au Japon en 2011, les gens ont tendance à vouloir rester le plus longtemps possible sur leur lieu de vie initial et à bouger le moins possible lorsque cela est nécessaire. Il mentionne le fait que les gens peuvent s'attacher à leur lieu de vie, les poussant à ne pas se déplacer plus que nécessaire. Alors je suis pas complètement d'accord avec cette vision. Certes, c'est vrai lorsqu'on est dans un pays développé et que l'événement reste ponctuel, mais lorsque la situation empire de façon pérenne, comme un pays devenant de plus en plus sec par exemple, les déplacements peuvent être plus importants. Mais il est vrai qu'on peut supposer que les déplacements seront dans un premier temps dans les pays voisins, avant d'aller dans les pays développés plus au nord. Ce sujet sera notamment essentiel au moment de se questionner sur la population active permettant de contribuer au fonctionnement de la société. En effet, dans le cas de faible natalité, l'immigration reste souvent un choix tentant afin de parvenir à maintenir son niveau d'activité et de vie. Mais face à ce questionnement sur l'impact des êtres humains sur l'environnement, on peut se demander, est-ce pertinent de se poser ce type de questions? N'est-ce pas dérisoire de se demander combien faire d'enfants? En effet, avec l'augmentation de la fertilité, due entre autres à notre environnement, faut-il se restreindre d'avoir des enfants? Si l'on prend en compte la définition de l'OMS, l'infertilité est une affection du système reproducteur masculin ou féminin, définie par l'impossibilité d'aboutir à une grossesse après 12 mois de rapports sexuels non protégés réguliers. Cela représente une personne sur 6 dans le monde à un moment dans leur vie. Ce phénomène touche d'ailleurs tous les pays du monde.
D'autres facteurs, comme le fait de vouloir des enfants plus tard, notamment après 30 ans, peut avoir un impact sur cette fertilité, en particulier pour les femmes, même si les hommes sont aussi impactés par ce facteur, encore plus à partir de 35 ans, voire 40 ans. Et même les solutions technologiques telles que la PMA ne garantissent pas d'avoir des enfants, le taux de succès étant relativement faible, environ 20% par cycle FIV. Par ailleurs, ce processus est plutôt cher et inaccessible pour les populations des pays pauvres. Mais avant de continuer, je tenais à vous demander une chose. Si vous aimez le contenu que je produis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu afin d'aider à promouvoir ces vidéos éducatives. Comme on a pu le voir, la baisse de la population n'est pas uniquement due à une hausse de revenus. D'autres facteurs comme la baisse de fertilité, mais également l'augmentation du coût de la vie allant de pair avec la difficulté des fins de mois, ainsi que l'absence de contraception, ont joué. Certaines personnes peuvent être tentées de ne pas faire d'enfants à cause d'un monde devenant de plus en plus rude. Bien que l'on puisse comprendre ce point de vue, je ne pense pas que ce soit la première question à se poser. Comme on a pu le voir dans cette vidéo, le fait d'avoir un enfant n'a pas forcément un aussi grand impact en fonction du style de vie que l'on adopte et des questions comme puis-je élever cet enfant dans de bonnes conditions? Aurais-je le temps de m'en occuper? Est-ce mon choix ou celui de la société ou bien celui d'un groupe d'amis ou d'un autre cercle d'influence sont des questions plus pertinentes à se poser. On peut aussi se dire que l'humanité court à un effondrement ou quelque chose de proche, mais dans ce cas-là, s'empêcher d'avoir des enfants n'aura que peu d'influence si 80% de la population disparaît. On a donc vu que même en limitant les natalités dans les pays riches, l'impact ne serait pas suffisant et trop lent, et que seul un changement de style de vie pouvait avoir un impact significatif d'ici 2050. Dans le cas où l'on souhaite élever un enfant pour avoir le sentiment de parentalité sans augmenter la population, l'adoption peut également être un choix afin d'améliorer la vie d'enfants déjà existants, afin qu'ils puissent contribuer à la société du mieux qu'ils peuvent. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, je vous recommande les articles d'Emmanuel Pont qu'il a publiés sur Medium, ainsi que son livre sur la question. Il y a également le démographe Jacques Véron, avec son livre Faut-il avoir peur de la population mondiale, qui décortique bien le sujet. De même, comme nous avons pu le constater, l'annonce de la fin d'humanité existe de tout temps, et l'être humain est capable à la fois d'innover et de s'adapter. À vrai dire, c'est même seulement dans ces situations qu'il préfère changer, le cerveau préférant autrement garder le statu quo. On a vu que c'était entre autres la révolution agricole qui avait approvisionné les gens en nourriture en abondance. Peut-être aurons-nous un autre phénomène de ce type. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur l'hydroponie ou les OGM pour voir les technologies du futur dans l'alimentation. Enfin, même si l'on parvenait à contrôler plus rigoureusement les naissances, le taux de mortalité ne cesserait de baisser pour autant grâce aux avancées technologiques, laissant présager une éventuelle augmentation de la population plus importante que simplement celle estimée via des modèles se basant sur la natalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous écoutez l'émission en podcast sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser une bonne note. Je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao!